comment construire des solutions, comment en tant que développeur on peut construire des solutions plus intelligentes tout en n'ayant aucune expertise en machine learning. Si vous êtes un expert, si vous êtes un data scientist, ingénieur, data engineer ou autre, vous devriez quand même en tirer des petites infos intéressantes, puisqu'en fait, notamment AutoML, dans la deuxième partie de la présentation, vous verrez que c'est très très intéressant pour tout le monde, avec ou sans expertise. Voilà. Donc je vais passer à la présentation, si c'est bon. Hop là. Voilà. Donc, petite présentation très rapide. Donc, je m'appelle Laurent Picard, je suis basé à Paris. Vous pouvez me suivre sur Twitter à Picard Paris. C'est facile, je m'appelle Picard, j'habite Paris. J'ai rejoint Google il y a un peu moins de 4 ans. Et avant ça, dans une vie précédente, j'ai défriché le marché du livre électronique. Ça m'a occupé pendant 17 années de ma vie. Voilà. Donc, il y a 21 ans, précisément, on était une petite équipe de R&D, on commençait à concevoir le premier livre électronique européen. Voilà. Donc, j'ai fait pas mal de choses de soft embarqué, etc. Et notamment, j'ai cofondé Bookin, que vous connaissez peut-être pour les e-books si vous en avez. Voilà. Alors, je commence toujours avec cette citation que j'adore et qui est toujours véritable pour moi, c'est-à-dire que même après 4 ans, après avoir regardé de près beaucoup d'applications de machine learning, il y a toujours cette sensation de magie, mais vraiment honnêtement, toujours, quand je vois quelque chose de nouveau développé avec du machine learning. Et bien sûr, bon, j'ai une quarantaine d'années, donc moi, je compare toujours avec je compare l'état de l'art avec ce que j'essayais de faire auparavant ou ce que j'ai pu voir exister il y a 10 ou 20 ans. Et ça semble toujours magique qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. Mais comme cette citation le montre, il suffit de gratter un petit peu, c'est juste de la technologie. Et on est tous technophiles et donc on peut tous faire du machine learning d'une façon ou d'une autre. Ma définition du machine learning est toujours valable, mais de mon point de vue, après 4 ans, vous avez des données en entrée. Ces données, elles peuvent être diverses et vous obtenez de l'information grâce au machine learning. Vous arrivez à extraire de l'information de ces données. Alors bien sûr, c'est pas la véritable définition. La véritable définition du machine learning, c'est avant tout un sous-ensemble de l'intelligence artificielle et en particulier, même si j'utilise le terme machine learning, il y a le champ de deep learning, donc l'apprentissage profond. C'est notamment ça qui a révolutionné l'intelligence artificielle depuis quelques années. Voilà, j'utiliserai beaucoup le terme machine learning à la place. Il y a des petites différences, mais les experts connaissent les différences. Alors, comment ça fonctionne le deep learning? Il y a une bonne quarantaine d'années, des chercheurs ont commencé à travailler sur le domaine et ils se sont dit on va essayer d'imiter la façon dont on pense que notre cerveau fonctionne. Oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, je vous donnerai le lien des slides à la fin dans le chat, donc c'est pas là, vous pouvez vous concentrer sur le talk, vous aurez tout à la fin. Donc ces chercheurs il y a 40 ans ont commencé, ils ont essayé voilà, d'imiter, de concevoir des réseaux neuronaux avec les neurones, les connexions, les synapses, etc. Et donc il a fallu 40 ans avant que ça fonctionne. Au passage, certains de ces chercheurs ont eu le prix Alan Turing l'année dernière. Le prix Alan Turing, c'est comme le prix Nobel en informatique. Comment ça fonctionne, le deep learning? Il y a besoin d'exemples. Et si on y pense, c'est un peu la façon dont on apprend, notamment quand on est enfant. On apprend énormément sur la base d'exemples. On voit nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos professeurs nous montrer des exemples et ça crée des connexions. Et a priori, c'est comme ça qu'on apprend en grande majorité. Et la magie, c'est qu'on arrive à résoudre des problèmes, y compris en informatique aujourd'hui. Des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre ou qu'on résolvait mal par le passé. Pourquoi c'est possible? Je vous l'ai dit, il y a 40 années déjà de recherche dans le domaine et bien sûr des siècles de science avant. Le big data, on va dire depuis une vingtaine d'années, on est capable de stocker un grand nombre de données et de les lire. Et puis depuis une dizaine d'années, on est capable de traiter, grâce à des CPU très puissants, de traiter ces données, de mettre en place des algos. Et la conjonction de ces trois champs dans ce diagramme de Venn, c'est ça qui permet au machine learning de fonctionner aujourd'hui. Et ces dernières années, la grande accélération, elle est notamment due aux technologies du cloud,
qui permet de faire beaucoup de choses depuis son laptop sans avoir besoin de hardware dédié qui coûte un bras. Alors, donc ça, c'est le schéma peut-être que vous pouvez garder en tête. Si on essaye de voir, de dresser le panorama, comment on peut intégrer du machine learning aujourd'hui. Si vous êtes un expert, vous savez créer des réseaux neuronaux et bien sûr, vous savez a priori tout faire ou dans votre domaine d'expertise, vous savez comment développer une solution intelligente. De l'autre côté du spectre, si vous êtes un développeur, vous pouvez utiliser des API de machine learning, donc ce qu'on appelle ML APIs chez Google. Ce sont en fait des modèles de machine learning qui sont prêts à l'emploi. Ils ont été entraînés sur des grandes masses de données, ils fournissent beaucoup de solutions. Et entre les deux, vous voyez, il y a un grand saut qui est comblé depuis à peu près 2 ans. Moi, j'ai commencé à regarder les premières solutions AutoML il y a 2 ans. Et AutoML, ça permet aux experts et aux non-experts de créer des modèles personnalisés, des modèles propres, sans connaissance en machine learning, de dériver des modèles on rentrera un peu dans les détails tout à l'heure. Donc chez Google, on appelle ça des briques, des building blocks, des briques Lego en fait. Et donc mon objectif ce soir, c'est de vous montrer le maximum d'exemples de ces deux aspects. Ok. Et pourquoi j'utilise les Lego, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre n'importe laquelle de ces briques-là et l'utiliser directement dans votre solution. Et bien sûr, vous pouvez aussi assembler différentes briques. Ok. Donc, commençons avec les API de machine learning. Donc, si vous vous souvenez de ma définition, on a des données en entrée. Ces données, ça peut être du texte, des images, de la vidéo et même de la voix. Et en sortie, vous obtenez de l'information. Vous comprenez ce que vous avez dans vos données d'entrée. Et parfois, en fait, l'information, en fait, c'est votre donnée d'entrée que vous souhaitez transformer sous une autre forme. Okay. Alors, je commence systématiquement par l'API Vision, mais c'est pour des raisons purement personnelles. Quand j'étais étudiant, donc dans les années 90, j'ai essayé de résoudre avec mes professeurs, on essayait de résoudre ce problème. Et à l'époque, l'état de l'art, c'était faire de la détection de contours avec des filtres convolutionnels, donc essayer de détecter les contours des objets par le contraste ou autre, et à partir de ce contour, de ces frontières, essayer de comprendre les objets. Ça marchotait, on arrivait à faire des choses, mais c'était extrêmement frustrant dès qu'on utilisait des nouvelles images pour voir, et en fait, ça se cassait la gueule, ça marchait plus du tout. Et le machine learning, c'est la solution pour ce type de problème. Alors, donc, si vous donnez des images au modèle Vision, vous obtenez d'abord des labels, si vous le souhaitez, pour vous décrire ce qu'il y a dans l'image, de façon générique. Donc là, cette image, on me dit que ça parle de nature, de fleurs, de jardin, d'été, tout ça, c'est parfaitement correct. Ça, à droite, vous avez le flux JSON que vous pouvez obtenir si vous faites une requête web directe vers l'API. Okay. Plus précisément aussi, donc le modèle Vision est capable de matcher les images. Donc l'image que vous donnez est capable de la rapprocher d'images existantes. Donc là, moi, l'image qui est là, c'est une image qui vient du web, mais j'ai zoomé dedans, j'ai recadré. C'est l'image d'avant, mais que j'ai totalement modifiée. J'ai appliqué un filtre de couleur et j'ai même fait une inversion verticale. Et il est quand même capable de retrouver que cette image ressemble à une autre image qui vient de Nouvelle-Zélande, qui vient de Hobbiton. Hobbiton, c'est là où les films du Seigneur des Anneaux ont été tournés. Et donc, il me donne la position GPS. Bien sûr, par défaut, il n'utilise pas la position GPS qui peut être dans l'image. C'est une option que vous pouvez demander. Encore plus précisément, le modèle Vision est capable de vous détecter la position précise, donc sous forme de rectangle, d'objets au sein de l'image. Et donc là, typiquement, sur le cast du Seigneur des Anneaux qui doit être dans un restaurant, je pense, là, l'API Vision me décrit où sont les personnes dans cette image, même la personne qui est dans le fond, ici. Très généralement, ça c'est dans les grands principes, vous avez un indice de confiance dans ces API. Et j'ai même ici, vous voyez, la position des pantalons ou des t-shirts, donc les tops et les pants. Et j'ai même, avec une confiance un peu plus faible, j'ai même le lustre qui est au plafond, qui est décrit. Okay. Si on continue encore plus précisément, s'il y a des visages dans la photo, vous allez savoir où sont les visages, comme il y en a. Vous allez même connaître la position des yeux, du nez, etc. Et aussi les bounding box, c'est-à-dire les rectangles qui permettraient de cadrer plus ou moins près du visage. Il y a également une détection générique des émotions qui est faite. Donc là, sur cette photo, au passage, c'est pas un visage humain, c'est pas une vraie photo,
mais c'est suffisamment proche d'un visage humain pour que ça fonctionne. Ici, ce que me dit l'API Vision, c'est que probablement ce visage est en colère. Et c'est vrai, Gollum est tout le temps en colère. Il y a d'autres fonctionnalités sur cette partie-là. Vous pouvez avoir la position de la tête en 3D, savoir si, a priori, la tête porte une casquette ou un chapeau par-dessus, etc. OK. Un autre problème, donc l'OCR, qui est totalement résolu grâce au machine learning. Depuis 20 ans, moi, j'avais vu énormément de sociétés qui travaillent sur le domaine, qui se spécialisaient là-dessus, qui avaient développé des algorithmes de matching, de caractères, etc. Là, le machine learning, maintenant, il est parfait depuis quelques années. Et le modèle vision est capable de vous donner un résultat parfait, et y compris très précis avec les différents niveaux. Donc, par exemple, sur ce screenshot qui comporte du texte, bien sûr, je n'ai pas donné du texte à l'API, j'ai donné une image. Là, vous obtenez les différents niveaux, donc les 3 grands blocs de texte que vous pouvez considérer comme étant des paragraphes. En deuxième niveau, j'ai les phrases, les différentes phrases là, du fameux, on va dire, poème de Tolkien. Troisième niveau, les mots, et quatrième niveau, les différents symboles de chaque mot. Ça fonctionne pour quasiment l'intégralité des langues qui existent. Et on peut considérer que c'est un problème totalement résolu grâce au machine learning. Alors, j'aime bien toujours un peu titiller pour voir quelle est la limite. Donc là, j'ai appliqué un effet de perspective à ce screenshot, et ça fonctionne toujours parfaitement. J'ai aucune erreur. La seule différence, c'est que par exemple, là, les guillemets anglais sont pas détectés exactement de la même façon, mais sinon, tout le texte est détecté. Voilà, j'ai exactement le même résultat, alors que l'image est quand même différente. Donc ça, c'est un problème résolu. Nouveau problème, beaucoup plus compliqué, la détection d'écriture manuscrite. Donc ça, c'est encore c'est une feuille de papier qui a été écrite par Tolkien. Et là, ça marche très bien. Le résultat n'est pas parfait. Par exemple, moi, pour que ce soit parfait, j'aimerais bien que ça me dise que là, c'est un seul bloc de texte. Voilà, donc vous voyez, là, petite limite. C'est pas très gênant, puisqu'en fait, le texte est quand même bien détecté de Lord of the Rings. Et peut-être la seule erreur qui me gêne vraiment, c'est que Shadows, ici, il me détecte un V à la place du W. Mais nous, intuitivement, là, il n'y a pas de traitement du langage. Intuitivement, nous, on corrigerait ça, même si on lit un V. Voilà, là, c'est pas très clair si c'est un O avec un signe ou un OW. Mais c'est un problème qui est presque totalement résolu, ça fonctionne déjà très très bien. Et il y a 6 mois, ça faisait plus d'erreurs que ça faisait 2 erreurs de plus. Donc, ce qui est sympathique aussi avec les modèles de machine learning, c'est qu'ils continuent d'apprendre. Ils ne sont pas gelés dans le temps. En leur donnant des nouveaux exemples ou des contre-exemples, ils continuent d'apprendre et ils continuent de se perfectionner. Donc, ce que j'espère peut-être, c'est que la prochaine fois que je vais essayer dans quelques mois, peut-être qu'il ne fera plus l'erreur sur ce mot. Okay. Et enfin, le modèle vision est capable de vous dire s'il détecte des entités dans l'image. Donc, est-ce que cette image, il y a des entités célèbres, donc ce que nous on appelle web entity. Donc, est-ce qu'il y a des objets ou des personnes célèbres dans l'image? Et là, donc ça, c'est une image qui vient du web que j'ai réutilisée, mais encore une fois, je l'ai modifiée pour qu'elle ressemble pas du tout. Donc, j'ai zoomé dedans, j'ai recadré, j'ai changé les couleurs. C'est une image qui a été utilisée une seule fois dans un journal espagnol. J'avais jamais vu cette image. Et là, il est quand même capable de me dire qu'a priori, cette image parle de Tolkien. Et il me dit qu'il arrive à matcher cette image avec celle du journal espagnol. Donc ça, je trouve ça assez bluffant, malgré les modifications que j'ai faites. Une autre chose très très sympa, c'est que là, j'ai un identifiant, le Entity ID. Donc cet ID-là, c'est l'ID qui identifie de façon unique Tolkien dans le graphe de connaissances Google. Donc le graphe de connaissances, c'est en fait Google, vous savez, Google Search browse en permanence le web, mais en permanence en temps réel. Et pour comprendre ce qu'il y a dans les pages web, les équipes Google ont construit un graphe de connaissances en donnant un identifiant unique à toutes les entités. Alors, de façon un peu schématique, une entité, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a une page Wikipédia, quelque chose ou quelqu'un de célèbre. OK. Voilà. Alors, il y a d'autres fonctionnalités comme la détection de logos et j'en oublie, mais c'est un peu plus anecdotique, on va dire. Là, je vous ai décrit peut-être les grands besoins business. Je vous ai indiqué au début que c'était une API web, donc vous pouvez l'interroger directement. Mais en fait, on fournit aussi en open source des librairies clientes. J'imagine que vous trouverez un de vos langages favoris là, quand même. Moi, depuis 2 ans, je me concentre aussi sur le langage Python, donc je vais vous donner
Je vais vous montrer des codes samples en Python. Le principe, c'est toujours le même. Donc là, je vous le détaille, j'irai plus vite par la suite. Vous créez un client, vous donnez le contenu. Donc là, c'est une image. Donc là, vous donnez l'URI, vous donnez l'image qui est dans un bucket dans le cloud, mais que vous pouvez fournir sous forme d'octet directement aussi. Et vous appelez la fonctionnalité qui vous intéresse. Ici, face detection. Et en 1 seconde, en moyenne, vous avez le résultat que vous pouvez utiliser directement. Et donc là, par exemple, vous pouvez connaître où sont les visages et quelles sont les émotions sur chacun de ces visages. Vous trouverez dans les slides des liens vers des tutos. Donc, c'est la plateforme Codelabs de Google, si vous connaissez. J'ai écrit la plupart de ces tutos. Donc, toutes les fonctionnalités des API sont décrites. Et en quelques minutes, dans un projet Google Cloud, vous pouvez tester intégralement l'API. Là, je vais aller vite. C'est l'autre pendant, c'est la suite de l'API Vision. L'API Video Intelligence, la donnée d'entrée, c'est une vidéo. Donc, vous pouvez extrapoler par rapport à ce que vous avez vu auparavant, sauf que vous avez une dimension supplémentaire, c'est le temps. Alors, les images sont en 2D, les vidéos sont en 3D, il y a de la 2D plus du temps. Donc, ça signifie que vous pouvez faire à peu près la même chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur les images, vous pouvez savoir s'il y a du contenu violent, du contenu adulte. Même chose sur les vidéos. Mais ce que vous pouvez faire en plus sur les vidéos, comme il y a la dimension temporelle, c'est que vous pouvez suivre des objets. Si vous savez où est un objet au départ, vous pouvez le suivre au sein d'une séquence. L'API Video Intelligence aussi vous donne les différentes séquences qu'elle a trouvées au sein de la vidéo. OK. Je vais peut-être juste vous montrer un petit exemple pour que vous puissiez mémoriser ça. C'est assez générique à toutes les API Vision. Si vous êtes capable de savoir ce qu'il y a dans vos données en entrée, ça signifie que vous êtes capable d'indexer vos données en entrée. Alors, donc ça, c'est une vidéo qui était passée à la moulinette de l'API Video Intelligence. Et ce que j'obtiens en sortie, ce sont des labels avec les différentes séquences au sein de la vidéo. Donc là, par exemple, au début de la vidéo, il y a une galaxie spirale. Vous pourrez me dire dans le chat si vous entendez le son. Je ne sais pas si ça partage le son de mon laptop. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des humains là, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a un peu plus bas? Ouais, un ours polaire ici, voilà, au sein d'une séquence. Vous voyez, c'est très très simple. En quelques lignes, je vous montre. En quelques lignes, vous pouvez obtenir ce résultat-là. Donc là, c'est un autre Codelab que j'ai écrit. Si vous faites appel à la feature Object Tracking, vous pouvez le faire sur toute la vidéo, seulement sur des passages de la vidéo. Vous appelez Annotate Vidéo et vous avez les résultats. Alors, pas en 1 seconde, hein, c'est variable en fonction de la durée de votre vidéo. Mais comme c'est capable de vous donner les différents segments reconnus au sein de la vidéo et les objets, bah, ça vous permet de faire des choses sympathiques comme ça. Je vous en reparlerai un peu à la fin. J'ai écrit quelques articles sur le sujet. Maintenant, on va passer au texte. Donc, on a vu les images, la vidéo. Le texte, en fait, tout ce qui est lié au texte, c'est un grand champ qui s'appelle NLP, Natural Language Processing. C'est peut-être le champ sur lequel les experts ont travaillé en premier à partir du moment où on a eu des ordinateurs, chercher à réussir à comprendre ce que des utilisateurs tapaient sous forme textuelle, avant les images même. Encore une fois, le machine learning là permet d'aller à un stade au-dessus. Auparavant, il fallait avoir des linguistes pour réussir à construire des modèles. Le machine learning permet de construire des modèles plus riches, plus flexibles. Donc, si vous donnez du texte, ça peut être des phrases, des paragraphes ou même des articles entiers à l'API Natural Language, vous pouvez obtenir l'analyse de la syntaxe. Donc là, déjà, ça me dit que ce texte est en anglais et ça me donne la nature et le type de tous les éléments de la phrase, y compris la ponctuation. Alors, peut-être que vous voyez pas trop l'application, mais une chose sympathique, c'est que ça me donne les lemmes, donc les formes canoniques des éléments. Donc, par exemple, les verbes, je peux m'abstraire des temps pour les verbes ou des pluriels ou des formes masculin, féminin pour les noms. Ça reconnaît la ponctuation. Ça, historiquement, c'était pas du tout le cas quand des linguistes travaillaient sur des modèles. Et du coup, ça vous permet aussi de faire de l'analyse du texte pour retrouver certains noms au sein de textes, si vous voulez rentrer à ce niveau de détail. Sur le même exemple, comme dans les images, ça peut faire de la détection d'entités. Alors, les entités, ce sont des classes, des grandes familles, comme des personnes, par exemple. Ici, tout ce qui est en rouge, ce sont des personnes. Tolkien est une personne. Au passage, vous verrez que l'identifiant que j'obtiens ici sur le texte Tolkien, c'est exactement le même identifiant que Tolkien dans l'image, puisque c'est le même
le même ID unique qui représente Tolkien dans le graphe de connaissances. British est associé au Royaume-Uni en tant que localisation, et les 3 livres à la fin de la phrase sont chacun identifiés comme une œuvre d'art. Okay. Et enfin, vous pouvez demander à classifier le texte. Donc là, ce que j'obtiens, c'est que ce bout de texte devrait être classé sous livre et littérature à 97%. C'est parfait, c'est exactement ça. Ça, c'est très utilisé par tous les organes de presse, par exemple, qui ont numérisé, scanné leurs archives, et ça leur permet de savoir ces scans, comment les classer automatiquement. Il y a des organes de presse qui ont scanné des millions d'articles. Voilà, donc c'est une chose qui humainement serait de l'ordre de refaire un nouveau Wikipédia, c'est très compliqué. Et enfin, dans le texte, un peu le pendant de la reconnaissance d'émotions dans les images, vous pouvez avoir une analyse du sentiment. Alors pour illustrer ça, j'ai choisi 2 articles, un positif et un négatif. Le premier vient du New York Times et le second vient d'un réseau social de gros lecteurs. Pauline a détesté le livre. Et donc, ça fonctionne encore une fois aux différents niveaux, au bloc de texte, jusqu'au niveau de la phrase, ou voire même des entités au sein de la phrase. Mais là, pour schématiser, je vous ai montré les phrases. Ce que vous obtenez, c'est un score de -1 à +1. Et là, ça fonctionne bien. Ces phrases sont des phrases négatives qui viennent de la critique très négative de Pauline. Et ces phrases très positives viennent bien du New York Times. Et puis, bien sûr, vous avez un grand nombre de phrases ou de blocs de texte qui sont neutres en général, puisqu'on a plutôt tendance à être neutre en majorité. Ça, c'est très utilisé par des sociétés qui veulent savoir comment on parle de leur société ou de leurs produits pour faire de l'analyse. Par exemple, ils peuvent analyser les mails de leur service client pour comprendre les tendances, les réseaux sociaux, comment on parle de leur société ou de leurs produits. Je connais même une société en Angleterre qui utilise ça pour le service client pour traiter en priorité les emails négatifs. Donc, alors, c'est pas généralisé, mais excusez-moi, je lis un peu les commentaires pour savoir. Ok, merci. S'il n'y a pas de souci. Et donc, ouais, donc ça vous permet de faire une analyse assez fine et voire même des statistiques. Et même dans ce cas-là, pour cette société, elle a totalement optimisé les temps de réponse de son service client, puisqu'il traite les problèmes en priorité. Si vous recevez un email qui est très positif d'un client, c'est important, mais vous pouvez peut-être le lire en fin de journée plutôt que le lire dès le début de la journée. Ok. Et voilà les quelques lignes de texte si vous voulez faire une analyse de sentiment sur du texte. L'autre API de machine learning qui traite de texte, je vais aller très très vite parce que je mets ma main au feu. Je me suis pas brûlé jusqu'à maintenant. Je pense que tout le monde a utilisé au moins une fois dans sa vie Google Translate. Donc l'API, la Translation API, c'est une API qui vous permet d'utiliser le moteur de Google Translate. Donc là, ça fonctionne avec un très très grand nombre de langues. Ça fonctionne sur du texte et sur du HTML et la qualité est très très forte. Alors, j'ai juste partagé quelque chose avec vous. En 2016, donc en 2016, je ne travaillais pas chez Google, mais j'étais utilisateur de Google Translate à l'époque et depuis plusieurs années, et notamment, je traduisais beaucoup de documents asiatiques vers l'anglais ou vers le français. Et à l'époque, Google Translate marchait pas mal. Ça me permettait d'avoir une bonne idée de la traduction, mais c'était un peu rigolo aussi au passage. On sentait que c'était une traduction automatique. Et puis en 2016, du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. Les traductions étaient de très bonne qualité, mais vraiment, ça n'avait plus rien à voir. Donc tant mieux, hein. Je me suis mis à les utiliser d'autant plus. Et depuis que je travaille chez Google, j'ai appris ce qui s'est passé. Et puis il y a eu des articles d'ailleurs, mais je ne les avais pas vus à l'époque. Ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est que l'équipe Google Translate est passée d'un modèle statistique, donc qui avait été construit quand même pas mal à la main, à un modèle de machine learning. Et c'est ça qui a permis le saut qualitatif. Donc encore une fois, un problème qui est réglé. On passe des algorithmes à un modèle de machine learning et avec un saut qualitatif énorme. Là, il y a juste besoin de 2 lignes pour utiliser cette API. Vous créez un client et vous appelez Translate et c'est terminé. OK. Oui, encore une fois, il y a des code labs partout pour chacune de ces API.
Alors, je vais terminer avec les deux dernières API de machine learning qui traitent de la voix. Donc, la première, c'est le speech to text. C'est un élément de base de tous les assistants. Je pense que vous en avez utilisé forcément. Ce qui est magique avec les API de machine learning, c'est que d'une part, ça fonctionne en temps réel. Même avec les sociétés spécialisées avec lesquelles j'avais travaillé ces 20 dernières années, ça ne fonctionnait pas en temps réel. Il y avait du décalage. Ça fonctionne en temps réel et ça fonctionne extrêmement bien et c'est même robuste au bruit. Alors là, c'est la petite partie magique, c'est que si vous reprojetez, les modèles de machine learning apprennent à partir d'exemples, de véritables exemples. Et dans des fichiers audio, il y a du bruit en général. Si moi, là, vous entendez peut-être du bruit par mon micro. Si on enregistre quelqu'un, assez souvent, il y a du bruit. Et puis, avec des échantillons de la vie réelle, peut-être qu'il y a des gens autour qui parlent ou autres, les bruits de la rue, etc. Eh bien, la conséquence d'un entraînement de machine learning sur ce type d'échantillon, quand ça fonctionne, là, en l'occurrence, le modèle est très, très robuste au bruit et ça fonctionne très, très bien. Il y a plein de choses en cours, donc ça va continuer. Donc, vous avez, je ne sais pas si c'est en GA encore, mais vous avez désormais la ponctuation qui est gérée. Et dans les choses, il y a des premiers articles qui sont sortis, dans les choses peut-être qui vont sortir aussi, c'est réussir à comprendre plusieurs personnes qui parlent en même temps. Ça, c'est encore un problème beaucoup plus compliqué. Petite illustration aussi, si vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a dans un fichier audio, vous pouvez demander à avoir la position, le timestamp de chaque mot. Ça signifie que vous pouvez indexer totalement, il y a des sociétés qui font ça, qui ont indexé toutes leurs archives audio, et ça vous permet de faire des recherches au mot près au sein de vos archives. Donc, ça, c'est un autre CodeLab. D'ailleurs, je l'ai fait, c'est un CodeLab en anglais, mais j'ai pris la peine d'enregistrer un petit morceau en français. Donc, j'ai récité le début du corbeau et du renard en français. Et donc là, pour utiliser cette API, je crée un client, j'appelle Recognize, et j'ai juste à donner les paramètres. Donc là, on spécifie quand même pour aider, ça fonctionne bien mieux. Je lui dis qu'en entrée, j'ai du français. Ça pourrait être du canadien au passage, du français canadien, du québécois. Je lui demande de me donner des phrases de sortie avec de la ponctuation et ainsi que la position des différents mots. Voilà. Et donc, j'ai juste besoin de ça et j'ai le résultat immédiatement. Et à 93%, il m'a très, très bien retranscrit le début du poème. Okay. L'autre pendant, le text-to-speech, donc qui est ce que vous entendez comme réponse d'un assistant, c'est-à-dire un modèle a généré une phrase, eh bien cette phrase est prononcée par une voix. Là, encore une fois, c'est le machine learning qui a permis d'aller à l'étape d'après, d'avoir des voix très, très naturelles. Chez Google, c'est une techno qui s'appelle WaveNet, qui a été développée par DeepMind. DeepMind, vous les connaissez peut-être parce qu'ils ont fait pas mal de bruit, ils en font régulièrement. Il y a quelques années, ils ont battu le champion du monde du jeu de Go. Depuis un an, ils ont battu des gamers, donc là, des ados ou des jeunes adultes à StarCraft. Voilà. Donc la spécialité de DeepMind, c'est de partir de zéro sur un problème assez compliqué, assez pointu, et d'apprendre en partant de zéro. Là, ce qu'ils ont réussi à faire, le deuxième challenge, c'est qu'ils ont fait mieux que du temps réel. En 1 seconde, une voix WaveNet peut générer 20 secondes de flux audio. Est-ce que vous entendez non, vous n'avez pas entendu le son de la vidéo. Ok, donc je vais passer cette slide-là, mais juste pour vous résumer, si vous essayez de comparer la voix d'origine, et c'est ce qu'on a essayé de faire entre collègues, puisqu'on a beaucoup d'échantillons, la voix d'origine qui a servi à générer la voix de la retranscription, c'est quasiment impossible de faire la différence. Ok. Je vais quand même vous montrer une petite démo que vous devriez entendre. Je vais faire un essai. Alors, je vais aller sur le moteur de recherche. Allez, je vais y aller en français. Et ce que je vais essayer de faire, attendez, je suis bien en français, je vais essayer de prononcer, de faire une recherche, donc audio, en français, mais avec un accent anglais, ok, ou avec, bon, je suis très mauvais en accent, je vais essayer ça, ok. Quelle est la température à Nantes? Alors, je ne sais pas si vous entendez le retour, mais vous avez dû m'entendre prononcer. Et puis, si ce n'est pas trop saccadé, vous avez dû voir qu'en temps réel, j'ai obtenu la retranscription de chaque mot, même dès que je commençais à prononcer un mot.
Et puis, il a tout compris, hein. Il a même compris Nantes, température. Et ça, auparavant, avec des algos, ça marchait pas du tout. C'était impossible. Il fallait vraiment bien prononcer. Vous devez vous souvenir, il y a quelques années, quand vous appeliez votre banque et que vous essayiez de dire « je veux accéder à mon compte », il fallait articuler. Voilà. Le machine learning permet de résoudre ce problème. Et d'autant plus, en fait, en prenant un peu de recul, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, quelque part, le modèle a capter l'essence de la voix, du signal, du signal vocal. Et de la même façon, peut-être qu'il a capté l'essence de la façon dont sont construites nos phrases, etc. OK. Donc, dernier code lab que j'ai écrit, juste pour vous montrer que en ces quelques lignes-là, je suis capable de générer des fichiers Wave. Alors, j'ai peut-être pas le… Oui, il manque le save to Wave, mais ça, c'est l'appel qui suffit pour générer quelle est la température assignée avec la voix australienne, l'anglais australien, avec de l'anglais britannique, de l'anglais indien, parce qu'il y a un accent indien pour… Et même chose, ça marcherait en français et en québécois. Okay. Et ce qui est sympathique aussi, c'est que vous avez je sais plus, on doit être à 130 ou 140 voix différentes. En français, vous avez le choix entre des voix d'hommes et de femmes et différents types de voix. Donc, vous pouvez vraiment essayer ces différentes voix. Il y a des voix plus ou moins chaleureuses, plus ou moins formelles. Voilà. Là, vous avez vu vous avez vu une grande partie de ce que vous pouvez faire avec des modèles qui ont été pré-entraînés, des modèles existants. Donc, ça vous donne une idée de l'état de l'art. Il y a plus de fonctionnalités, bien sûr, si vous creusez dans la doc de chaque produit, où il y a plus d'options, de façons de paramétrer. AutoML. Donc, AutoML, c'est l'extension de ça. C'est ce qui va vous permettre de résoudre un problème quand les modèles préexistants ne peuvent pas résoudre vos problèmes. Bien sûr, ça ne va pas permettre de tout résoudre, mais une grande classe de problèmes. Alors, je commence par vous illustrer, encore une fois, par rapport à l'API Vision. Moi, c'est ce qui me bluffe le plus parce que c'était un domaine que je connaissais bien. Si vous prenez ces deux images et que vous les donnez à l'API Vision, vous allez obtenir à peu près les mêmes résultats. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, de façon générique, ce sont des images qui représentent des nuages dans le ciel. Voilà. Les modèles ont été entraînés pour détecter, classifier des images ou reconnaître des objets génériques de la vie courante. Mais si vous avez envie, par exemple, de construire une application météorologique qui se baserait sur la forme des nuages et que vous avez développé vous-même votre arbre de connaissances en disant « Tiens, si j'ai un cirrus, ça veut dire ceci, si j'ai un altocumulus, ça veut dire cela », là, vous êtes coincé. Et c'est là que AutoML, et en l'occurrence AutoML Vision, vous permet de résoudre ce nouveau problème qui est unique, mais cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'expertise pour le résoudre. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, il y a pas mal de choses. Quand vous rentrez dans les détails, tout n'est pas présent, mais je vous donne les grands principes. Comment ça fonctionne? Vous avez besoin de travailler un peu plus que pour un API. Là, vous avez besoin de créer un dataset, un jeu de données. Vous avez besoin de fournir les fameux exemples dont le deep learning raffole et dont il a besoin pour s'entraîner. Donc là, vous avez besoin de travailler un peu. C'est pas surhumain, mais c'est ce qui va déterminer la richesse de votre modèle. Après, tout le reste est automatisé. Donc, vous pouvez lancer un entraînement directement et peu de temps après, on va dire entre 1h30 et quelques heures, suivant le budget que vous donnez, vous obtenez un modèle. Par expérience, lors du premier entraînement, c'est quasiment systématique. Je donne le budget le plus faible possible pour ce que je veux, parce qu'en fait, très souvent, je suis un être humain, j'ai commis des erreurs dans mon dataset d'entrée. Donc, le premier entraînement me permet de détecter les erreurs, et notamment sur les nuages, il y avait des mauvais labels sur quelques images. Vous voyez tout de suite, vous avez des faux positifs ou des faux négatifs. Vous voyez les erreurs et vous dites, mince, mon modèle est biaisé puisque je lui ai fourni des mauvais exemples. Donc, je corrige mon dataset et là, j'itère une ou deux fois et je lance un entraînement plus important. Une fois que vous avez votre entraînement, que l'entraînement est fait, ça signifie que vous avez un modèle. Et en fait, au moment où vous lancez l'entraînement, vous avez deux choix. Soit vous choisissez un modèle cloud. Donc, le modèle cloud, c'est un modèle qui va être hébergé chez Google Cloud. Et ça va vraiment être l'état de l'art de ce que vous pouvez obtenir comme réponse à votre problème. C'est un gros modèle et vous allez pouvoir soit l'utiliser sous forme d'API, une API privée qui est uniquement pour vous. C'est pareil,
C'est une question que j'ai souvent. Le dataset, c'est votre dataset, ce sont vos données, c'est dans votre projet. Donc, il n'y a rien qui est réutilisé par Google. Donc là, c'est votre dataset et le modèle résultant, c'est votre modèle. Donc, si c'est un modèle cloud, vous l'utilisez dans le cloud, mais il y a une nouvelle possibilité pour certains types, certains produits, certaines solutions AutoML. Vous pouvez aussi demander à créer un modèle Edge. Alors, un modèle Edge, c'est un modèle que vous allez pouvoir exporter. Et vous allez pouvoir l'exporter de différentes façons. Soit pour l'utiliser dans un container. Donc, typiquement, il va être exporté au format TensorFlow, le format Save Model. Donc là, on rentre il faut connaître un petit peu ce qu'est TensorFlow. Moi, je connais pas plus que ça, on va dire. Et typiquement, vous allez pouvoir héberger ce modèle dans un container Docker et le faire tourner à peu près n'importe où, sur une VM, sur votre laptop, sur une VM ailleurs, chez Google Cloud ou ailleurs. Ce qui est assez sympathique aussi, c'est que vous allez pouvoir l'exporter, et notamment sur la partie vision, classification ou détection d'objets, vous allez pouvoir l'exporter sous le format TensorFlow Lite et l'utiliser dans une application mobile iOS ou Android. Et cerise sur le gâteau, et j'ai fait ça récemment, vous pouvez aussi faire un export TensorFlow.js. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous pouvez faire tourner ce modèle en JavaScript, donc soit en Node, mais même dans une page web. Je vous montrerai une petite démo que j'ai faite. Donc, ça tourne vraiment dans une page web. Et donc, ça signifie qu'une fois que le modèle est dans votre environnement, ça fonctionne en offline. Okay, donc, sans connectivité. Donc, voilà l'exemple, la suite de l'exemple sur le dataset de nuages. Autre chose magique, il n'y a pas besoin de centaines de milliers ou de millions d'échantillons. Quelques dizaines suffisent, idéalement quelques centaines. Nous, l'idéal de l'idéal, c'est 1 millier d'échantillons. Mais là, ça dépend de la qualité que vous souhaitez obtenir. Donc là, à peu près 200 images ont été labellisées. Ça, c'est le premier entraînement que j'ai lancé avant de réaliser que j'avais des erreurs. Ça, c'est le deuxième avec 3 heures. Ça, c'est un outil, la matrice de confusion, qui m'a permis de savoir comment se comporter, d'avoir une bonne idée de mon modèle. Donc là, le modèle est très bon sur ces 4 types de nuages, mais il est mauvais sur l'altocumulus. Une fois sur 2, quasiment, l'altocumulus est confondu par autre chose. Alors, en fait, en général, ça signifie, et notamment sur les images, que votre dataset est mal équilibré. Votre jeu de données, en l'occurrence, il n'a pas autant d'altocumulus que les autres nuages. Et pire encore, dans les échantillons d'altocumulus, il y a plein d'images qui sont issues de la même série, qui se ressemblent. Et donc, c'est inutile de fournir des exemples trop proches. Voilà. Mais vous avez une bonne idée. Et donc, une fois que j'ai ce modèle, là, je l'ai typiquement exposé sous forme d'API, ce qui me permet d'uploader des images ou de faire des prédictions. Il est aussi possible de ne pas instancier de VM, indirectement, ça instancie des VM, mais de faire des prédictions en batch. Voilà, vous dites, voilà, donne-moi les résultats. Donc, ça signifie que vous avez le résultat un peu plus tard. Si vous voulez servir le modèle sous forme d'API, ça signifie que vous pouvez le faire en temps réel et que l'API, elle est prête à tout moment. Voilà. Donc ça, c'est une photo que le modèle n'a jamais vue, bien sûr. Elle vient de mon smartphone. Je l'ai prise en Pologne. Et là, ça me prédit correctement qu'il y a un cumulus dans cette image. Donc, AutoML, ça fait à peu près 2 ans que ça a démarré. C'est un terme qui prend bien, qui résume bien ce que ça fait. Donc, vous trouverez le terme AutoML chez d'autres fournisseurs de cloud ou chez d'autres sociétés dédiées. Chez Google, c'est vraiment très exhaustif. Et donc, ça fonctionne un peu comme les API, désormais sur du texte, sur des images, sur de la vidéo, et même, donc là pour les data scientists, sur des données structurées avec AutoML Tables. Et donc, vous pouvez obtenir ces différents modèles qui répondent à des problèmes précis à chaque fois, de la classification personnalisée, etc. J'ai fait une nouvelle diapo. Pareil, depuis une semaine, on a une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme AI unifiée, dans laquelle on regroupe toutes les solutions AutoML. Et donc, cette plateforme AI, elle permet à la fois aux experts, mais aux non-experts, d'utiliser AutoML ou d'utiliser des solutions beaucoup plus pointues pour vraiment faire de la prédiction et utiliser des réseaux neuronaux. Et donc là, vous voyez sur la partie vision, ça permet de faire de la détection d'images. Donc, typiquement, c'est le cas sur les clouds, là, sur les nuages que je vous ai montrés, voire même d'avoir plusieurs labels par image, ou encore une fois, et là j'ai un autre exemple pour vous, de détecter des objets propres au sein de l'image. Pareil sur la vidéo, classifier des vidéos, reconnaître
des actions spécifiques au sein d'une vidéo et reconnaître et tracer même des objets au sein de différentes séquences. Pareil sur le texte, ce qu'on a vu, vous pouvez le personnaliser suivant vos besoins. Et AutoML Tables vous permet de faire des prédictions sur des données, donc des données tabulaires, c'est-à-dire vous avez des colonnes, vous avez des rangées. Donc ça peut même être un fichier CSV par exemple. Ça peut être BigQuery. Et là, vous avez juste besoin de spécifier quelles sont vos colonnes d'entrée, quelle est votre colonne de sortie, qu'est-ce que vous voulez prédire en fait. Ça peut être du texte, ça peut être binaire, vrai, faux, 0, 1, ça peut être une valeur, un entier, ça peut être un flottant, donc une vraie métrique que vous souhaitez prédire. Et AutoML Tables, et là c'est vraiment magique, même pour les experts, AutoML Tables va vous fabriquer le meilleur modèle pour faire les meilleures prédictions possibles. Enfin, AutoML d'une façon générale. Donc j'ai fait une petite démo, on va essayer ça rapidement. Je ne sais pas s'il y a des gens sur YouTube et il y a probablement un décalage, mais je vais aller vite. Je sais sais pas combien de temps il me reste. On a dû commencer peut-être à 10 ou 15. Allez, on va dire que je suis dans les temps. Donc ça, c'est l'archive serverless que j'ai utilisé pour la démo. Vous allez pouvoir utiliser vos téléphones ou vos laptops, m'envoyer un selfie. Le selfie va être déposé dans un bucket, donc c'est un dossier dans le cloud. Ça va automatiquement appeler une fonction cloud qui n'a pas beaucoup de lignes, qui va appeler l'API Vision pour savoir s'il y a des visages. Donc, si vous m'envoyez un selfie de vos pieds, ça ne marchera pas. Mais s'il y a des visages dans le selfie, ce sera détecté. J'essaierai de faire une détection générique. Et puis, j'ai fait un modèle. Oui, je vous ai pas dit, j'ai fait un modèle en utilisant des photos de moi et de mes collègues et puis de participants qui ont donné leur autorisation à des conférences précédentes, de gens qui lui tirent la langue, de gens qui bâillent et de gens qui dorment. Voilà. J'ai envie de savoir si vous endormez à ma conférence ou si tout va bien. Donc, n'hésitez pas à me tirer la langue. OK, on va essayer ça. Je vais vous donner le lien dans le chat. Ça ira plus vite. Sinon, il y a un QR code. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez vous connecter. Ça a l'air de passer. Vous pouvez vous connecter à l'URL que je vous ai donné, sinon à ce code QR. Voilà. Je vous laisse un moment pour vous connecter. Sinon, si vous m'entendez et que vous ne voyez pas, vous pouvez taper l'URL suivante, bit.ly/mlnantes20. bit.ly/mlnantes20, bit.ly/mlnantes20. OK. Je vais passer à la première étape avec l'API Vision. Et si vous rafraîchissez la page, vous devriez avoir cette interface-là. Donc là, ça utilise la même caméra. Je suis un peu flou peut-être parce que la caméra est loquée sur l'autre. Donc là, vous pouvez essayer de déclencher une émotion générique, essayons d'être surpris. OK. Le selfie est uploadé, il est analysé avec l'API Vision. Et puis, je fais un petit traitement. Comme j'ai la position du nez et de la bouche, je rajoute une petite moustache à tout le monde. Et là, vous voyez que ça détecte bien à 100%, enfin, ou à plus de 80% en tout cas, que je suis surpris. La petite moustache sera noire en mode API Vision pour tout le monde. Là, je vais montrer la moustache en étant joyeux. Et bien sûr, ce modèle a été entraîné avec un dataset global. Il n'y a pas mes photos. Voilà. Donc là, ça fonctionne. On va passer à la deuxième partie. Pardon. Oups. On va passer en mode AutoML. Donc, si vous rafraîchissez la page, vous passez mode suivant. Cette fois-ci, on va utiliser mon modèle. Donc, bien sûr, personne dans le monde s'est amusé à faire un modèle qui reconnaît des gens qui tirent là. C'est pas très utile. Mais là, c'est pour illustrer mon propos, c'est que j'ai fait un modèle sans aucune expertise, juste sur la base de photos. Donc là, essayez de me tirer la langue, de bâiller ou de dormir. Et là, cette fois-ci, les moustaches auront les couleurs du drapeau français. Donc là, ça reconnaît très, très bien que je tire la langue. Allez, je vais essayer de dormir. Hop. Alors là, on pourrait dire que je triche puisqu'en fait, j'ai entraîné ce modèle avec des photos de moi. Donc, quelque part, il a quand même appris à reconnaître ma bouche avec ma langue, ma bouche fermée, les yeux fermés, mes lunettes. OK. Donc là, on pourrait dire que je triche. Alors, on va voir comment ça fonctionne de votre côté. Ouais, il y a plein de gens joyeux, super. Des gens surpris aussi. Personne de triste, quelqu'un en colère, très très bien. Et là, les gens qui me tirent la langue, vous voyez, tout est bon. Bien sûr, j'ai défini un seuil, donc si c'est pas sûr, il est possible que vous ayez obtenu un résultat
pas sûr, ou alors le seuil est à la limite trop bas, j'ai dû mettre 70% au moins. Les gens qui baillent, très bien, ouais, ça marche bien. Et les gens qui dorment, ouais, tout le monde dort. Et enfin, vous vous souvenez, vous pouvez détecter des objets. Les lunettes, c'est un objet assez classique. Et bien là, on a le club des gens à moustache et avec des lunettes. Vous voyez. Tout ça, ça ne prend que quelques lignes de code. Enfin, en tout cas, l'ensemble prend moins de 300 lignes de code. Le code source est sur GitHub, donc vous pourrez le reproduire si vous voulez le faire. Comme si on soulève le capot, comment ça fonctionne? Il y a trois technologies, deux qui sont vraiment propres à Google. Donc, dans la construction des modèles de base, il y a quelque chose qu'on appelle du meta-learning, learning to learn ou NAS, donc Neural Architecture Search. Il y a un papier de recherche si ça vous intéresse. Ce qui se passe, c'est que les modèles sont construits avec un très très grand nombre d'itérations, et c'est aussi pour ça qu'on a du hardware dédié, des TPU, parce que ouais, sur les téléphones, ça doit marcher aussi. Parce que c'est extrêmement gourmand en ressources, non seulement en CPU, mais pour les entraînements. Donc, c'est pour ça que depuis 3 générations, depuis 4 ans, on a des TPU. Donc, soit on utilise des GPU, soit on utilise des TPU. Les TPU, ce sont comme des GPU, mais dédiés à l'entraînement et aussi au training et aux inférences. Donc, l'entraînement et puis les prédictions après coup. Donc, ça va très, très vite pour faire ces tâches dédiées. Le deuxième élément, et ça c'est connu des experts en machine learning, en deep learning, c'est le transfer learning. Donc, comment ça fonctionne? Alors, ici, vous pouvez vous représenter le modèle existant, par exemple l'API Vision. Et quand vous fournissez des nouvelles données, en fait, vous allez AutoML construire des couches supplémentaires dans le réseau neuronal, qu'on appelle des couches cachées, mais ce sont des couches supplémentaires. Et ce que ça permet, c'est que ça permet de spécialiser le modèle générique. Le modèle apprend à se peaufiner, à se perfectionner en fonction de vos données à vous. Et c'est assez magique, puisque la grosse différence, c'est qu'ici, potentiellement, vous avez besoin de millions d'échantillons, et ici, quelques centaines suffisent. Voilà, quelques centaines ou quelques milliers, suivant le cas ou la précision. Même pour faire un premier modèle, quelques dizaines suffisent. En général, vous êtes un peu frustré par la qualité, mais c'est déjà assez bluffant. Et enfin, le dernier élément, c'est, donc ça, les experts connaissent, c'est le paramétrage des hyperparamètres. Donc, les experts, en général, développent des éléments ou des algos pour réussir à trouver les meilleurs paramètres pour, durant l'entraînement, obtenir l'apprentissage le plus rapide et de meilleure qualité. Ça, c'est quelque chose qui a été automatisé, qu'on appelle en interne Hypertune. Et depuis une semaine, c'est aussi disponible pour tous les spécialistes sous forme d'une API cloud qu'on a appelée Vizir. Voilà, l'API l'API Vizir est disponible dans la plateforme IA. Ça signifie, si vous êtes un expert, vous pouvez utiliser l'algo Hypertune. Et j'ai pas dit, mais en fait, ça permet d'obtenir des meilleurs optimums. Ça a été testé sur les grands datasets des 10 dernières années, et systématiquement, cet algo a réussi à obtenir des hyperparamètres mieux calibrés que ne l'avaient fait les experts. Ok. Là, je vais partager avec vous une petite démo. C'est le projet sur lequel j'ai travaillé, et ça sera mon prochain article. Je vais vous montrer la vidéo, ce sera plus parlant. Donc, j'ai fait de la détection d'objets. Si vous vous souvenez, j'ai travaillé dans le livre électronique pendant 17 années. Donc, j'ai fabriqué des centaines de milliers de livres électroniques C-Book. Et donc, je connais un petit peu aussi l'électronique. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'essayer de détecter les composants sur une carte. Donc, j'ai utilisé une centaine de photos de cartes électroniques. Et dans ces photos, j'ai exhaustivement tous les composants qui sont manuellement, bien sûr, détectés à la main en disant, voilà le rectangle du composant que moi, je cherche à détecter dans d'autres photos. J'ai lancé un modèle AutoML, on pourra en parler si ça vous intéresse. J'ai lancé un modèle Cloud et un modèle Edge. Et là, la vidéo que je vous montre, c'est le modèle Edge. Donc ça, c'est le setup que j'ai juste sur mon bureau à côté de moi. Ça, c'est une caméra haute définition, mais qui a un très très bon autofocus, très rapide, et donc qui permet d'avoir des belles photos, mais en temps réel. Ça, c'est très sympathique, et voilà le résultat. Voilà. Donc, au début de la vidéo, ce qui se passe, c'est que voilà, j'attends que ça fasse le focus. Et
vous voyez que ça, c'est une carte électronique d'un C-Book Opus. Et là, vous voyez que ça fait à peu près 5 prédictions par seconde. Et c'est une page web. Donc, la caméra envoie le flux ma page web récupère le flux audio de la caméra. Et là, en temps réel, c'est capable de détecter quasiment tous les modèles. Je crois que ça doit en manquer un ici, voilà. Mais c'est parce que le composant est un peu caché. Donc là, typiquement, je pourrais donner un contre-exemple à mon modèle. Mais en temps réel, il est capable de détecter. Et bien sûr, je n'ai pas utilisé du tout cette image dans mon dataset. Encore une fois, je ne suis pas un expert, je ne sais pas faire des réseaux neuronaux, mais c'est totalement magique pour moi de réussir à faire ça. Et en très peu de temps. Il m'a fallu 2 jours. Pareil, le modèle auparavant, pour reconnaître les gens qui tirent la langue, etc., il m'a fallu 2 jours. Si vous voulez faire plus de machine learning, bien sûr, vous avez tous les outils qui existent aujourd'hui. Vous pouvez démarrer de zéro, devenir un expert. Ça vous prendra un peu plus de temps. Un des standards, et je pense qu'il est là pour durer, c'est TensorFlow, donc qui est notamment poussé par Google. C'est le repo GitHub de machine learning le plus célèbre. Il y a un autre écosystème, un autre framework qui s'appelle PyTorch, qui est peut-être moins abordable, mais qui est très, très utilisé par les experts aussi. Voilà. Et PyTorch, vous le retrouvez sur la plateforme AI. Et donc, bien sûr, la plateforme AI chez Google, ça devient le lieu de passage si vous voulez faire des choses à grande échelle. Et vous retrouvez tout ça, bien sûr, vous avez tous les outils pour utiliser TensorFlow sur votre laptop et dans le cloud. Alors, faisons un petit récap. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que vous pouvez utiliser, que vous soyez expert ou non, vous pouvez utiliser des API et AutoML. Quel est le temps nécessaire? Les API, vous avez besoin unique, ça se compte en heures. La première fois, donc il y a 3 ans et demi, quand j'ai utilisé l'API Vision pour la première fois, en 2 heures, ça fonctionnait. En 2 heures, j'avais une petite démo bête et méchante. Après, la démo que j'ai mise en ligne en 300 lignes de code, il m'a fallu un peu plus de temps pour la peaufiner, mais en quelques heures, vous pouvez fabriquer un POC ou un MVP et savoir si ça fonctionne, si l'API fonctionne. Bien sûr, avant de faire le POC, vous pouvez tester les API. Il y a des démos en ligne dans les fiches produits. Pour AutoML, pour les 2 modèles, il m'a fallu 2 jours. C'est-à-dire pour le dataset de gens qui tirent la langue, qui dorment ou qui baillent, il m'a fallu 4 demi-journées. Je ne l'ai pas fait en 2 jours d'affilée, je l'ai fait en 4 demi-journées. Au total, ça m'a vraiment pris 2 jours et c'était itératif. Donc, au bout de la première demi-journée, par exemple, j'avais des erreurs. J'avais dans mon dataset d'entrée, j'avais utilisé une photo d'Angela Merkel que j'utilisais comme test et ça ne marchait pas. Ça me disait qu'Angela Merkel tirait la langue. Et en fait, elle avait du rouge à lèvres et probablement qu'il avait appris que dans la région dans le bas du visage, près de la bouche, si c'était rouge, il y avait une langue. Voilà. Donc j'ai donné des contre-exemples de femmes avec du rouge à lèvres en leur disant, là, il y a pas ce n'est pas une personne qui tire la langue. Voilà. Donc il m'a fallu 2 jours. Et je pense que d'une façon générale, pour avoir un bon modèle, c'est le temps sur lequel vous pouvez tabler. Et bien sûr, suivant la qualité que vous voulez obtenir, vous pouvez avoir besoin de plus de temps. Le temps d'entraînement, il se compte en heures. La difficulté, pour les API, il n'y a absolument aucune difficulté. Je vous l'ai dit, en quelques heures, vous pouvez l'utiliser. C'est une utilisation directe. Pour AutoML, la seule difficulté véritable, c'est construire le dataset. Vous avez besoin de construire un dataset équilibré, sans biais. Voilà. C'est l'état de l'art maintenant pour AutoML. En tant qu'utilisateur, ça va être de savoir construire un bon dataset, puisque c'est ce qui va déterminer la qualité finale de votre modèle. Si vous voulez devenir un expert, pareil, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut pour démarrer déjà quelques semaines, mais potentiellement, ça va vous occuper, comme moi, le livre électronique m'a occupé 17 années, ça va vous occuper 5 ou 10 ans, parce que c'est tellement vaste que voilà, vous pouvez creuser indéfiniment. Si vous êtes un expert, et ce schéma, au final, 2 ans après, je l'avais fait il y a 2 ans, ce schéma, il représente bien ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous êtes un expert, il ne faut pas réinventer la roue. Si vous voulez résoudre un problème qui est déjà résolu, soit vous pouvez utiliser une API, soit vous pouvez utiliser AutoML. Ça va aller beaucoup plus vite. J'attendrai vos questions. J'imagine que
en rentrant dans le détail, je répondrai à d'autres de vos questions. Voilà les pointeurs sur les différentes API sur AutoML et sur la plateforme AI. Voilà d'autres pointeurs. Donc, si vous voulez essayer ça, sur chaque fiche produit, il y a des démos que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire un drag and drop d'image pour voir les résultats, même le flux JSON. Ça, ce sont des codes lab. J'en ai écrit 4 et je maintiens les 2 autres également. C'est des liens vers les codes lab en Python, mais il y en a dans d'autres langages si vous voulez essayer. Il y en a en .NET qui ont été écrits par mon collègue de Londres. Et ça, ce sont des articles qui sont sur Medium, donc vous pouvez me suivre aussi là-bas. Et le challenge que je me donne pour chaque article, c'est en moins de 300 lignes de code, quel est le problème que je peux résoudre et de façon automatisée. Donc le premier article, c'est comment résumer une vidéo. Voilà, donc là, c'est par exemple une vidéo de 5 ou 10 minutes. Vous faites un drag and drop dans un bucket, vous attendez un petit peu, la vidéo est analysée, les différents segments sont reconnus grâce à l'API Video Intelligence. Et au final, en serverless, ce que ça fait, c'est que ça vous génère une animation de 10 secondes, par exemple, où vous pouvez voir dans cet aperçu exactement ce qu'il y a dans votre vidéo. Voilà. Donc ça, vous avez tout le code sur GitHub si ça vous intéresse. Le deuxième article, il ressemble fortement, mais il génère des animations, toujours en moins de 300 lignes de code, des différents objets qui ont été reconnus. Donc ça, ce sont des GIFs ou WebP excusez-moi, ou PNG, donc sous forme d'animation, avec l'objet qui a été reconnu sous forme encadrée. Donc ça vous permet, encore une fois, de bien comprendre et puis de bien suivre les différents objets. Le dernier article que j'ai écrit, c'est la démo Stage Club que j'ai faite. Donc là, elle est déployable en quelques minutes, en 8 minutes, je crois, vous pouvez la déployer. Mais elle est disponible en ligne si vous voulez jouer avec. Donc, vous pouvez faire des drag and drop de photos, utiliser votre webcam. Donc, ça, vous pouvez continuer. Et puis là, ça, c'est un exemple d'utilisation d'une API externe dans une fonction cloud. Voilà. Donc, c'est le début de la série ML plus serverless. Le prochain article, ce sera la détection de composants électroniques. Ça, c'est une BD qui est en ligne, qui a été conçue par l'équipe Google AI. Elle est assez sympathique. Vous retrouverez certains des principes dont je vous ai parlé, mais elle est pas mal exhaustive. Vous retrouverez plein d'autres termes, et notamment en data science, un domaine que je ne maîtrise pas. Voilà. Si vous voulez faire un petit rafraîchissement, si vous avez déjà lu ou étudié le sujet, c'est une BD qui vous permet de vous rafraîchir la mémoire de façon assez sympathique. Donc voilà les slides. Je vais vous les mettre dans le chat, si je retrouve, je suis un peu perdu, excusez-moi. Voilà, je vais mettre la présentation dans le chat ainsi que tout le reste. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer du feedback, je suis disponible. Et donc, l'objectif ce soir, c'était de vous faire un tour d'horizon. J'espère que je ne vous ai pas gavé, mais c'est un champ énorme, il y a énormément de choses à creuser. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer le maximum d'exemples possibles. J'espère que ça vous a donné des idées idéalement. N'hésitez pas à revenir vers moi, même dans 3 mois, sur Twitter, sur LinkedIn ou avec ce formulaire de feedback. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir répondre à vos questions avec Julien, qui va m'aider. Merci Laurent. Oui, donc à la limite, je vais poser les questions, essayer de reprendre le fil par rapport aux questions. Alors, je regarde vite fait. On va poser la question la plus votée. Est-ce qu'il est possible de faire de l'action localisation avec AutoML de Alex Guignard? Je ne sais pas si Alex… De l'axe alors, elles sont où les questions? Je les vois pas. L'action localisation? Ouais, je termine la question dans le chat. Je ne sais pas si Alex veut préciser. Alors peut-être que moi, ce que je devine, c'est est-ce que je vais aller sur la bonne slide au passage. Donc, si je reviens, c'était un peu avant. Voilà, là-dessus. Donc, moi, ce que je devine de cette question, c'est est-ce qu'on est capable de reconnaître de l'action. Alors, c'est une question hybride entre… donc, sur AutoML vidéo, vous pouvez reconnaître des segments qui correspondent à des actions, donc comme quelqu'un qui tire un penalty, par exemple, quelqu'un qui shoot un panier au basket. Et l'autre fonctionnalité, c'est pouvoir détecter des objets précis et les suivre. Donc là, si vous avez des échantillons,
Vous pouvez tout à fait construire deux modèles, un d'un côté qui va vous classifier les séquences qui vous intéressent dans une vidéo, et au sein de ces séquences, peut-être suivre un objet en particulier. Peut-être que si vous voulez faire vraiment localiser des objets en particulier, la partie vidéo object tracking suffit. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Peut-être que je loupe. C'est la reconnaissance d'action avec la prise en compte du contexte. La reconnaissance d'action avec la prise en compte du contexte. Alors, en fait, ce qui se passe, peut-être que c'est quelque chose d'ignorant, mais ce qui se passe avec AutoML, c'est que le contexte, il est forcément, il vient de ce que vous fournissez comme échantillon. Donc, si vous fournissez des échantillons suffisamment divers, y compris des contre-exemples, quand vous ne souhaitez pas que ça reconnaisse certaines choses. Encore une fois, l'exemple d'Angela Merkel qui a du rouge à lèvres, des lèvres bien rouges, et mon modèle qui me dit que c'est quelqu'un qui tire la langue. Voilà. A priori, j'imagine que ce que vous souhaitez, c'est l'object detection et tracking de Video Intelligence avec AutoML. N'hésitez pas à me redire. Si ça ne répond pas à votre question, je creuserai le sujet et je vous redonnerai ça soit sur Twitter, soit à Julien. On va passer à une question de Thibaut. Il demandait, toujours sur AutoML, est-ce qu'on paye pour les ressources utilisées pour l'entraînement de notre jeu de données? Alors oui. Alors, d'une façon générale, on paye pour les ressources cloud qu'on utilise. Donc, il n'y a pas de frais de licence. Donc, quand vous créez un dataset, alors à moins qu'il y ait des données gigantesques et que ça utilise beaucoup de stockage, vous allez payer un peu de stockage, mais le stockage, c'est virtuellement gratuit, c'est anecdotique, on va dire. Ce que vous payez, c'est l'entraînement. Donc, quand vous faites un premier entraînement et que vous dites, voilà, je vais faire un test, je veux un entraînement d'1 heure, vous allez payer pour les ressources compute qui sont utilisées pendant cette durée. Et vous ne payez que pour l'entraînement. Alors, moi, j'essaye de pousser un peu toujours les limites ou d'avoir la meilleure qualité. Donc, par exemple, j'ai un peu le réflexe de dire, surtout parce que je ne paye pas, de dire, par exemple, mes deux modèles de détection, je leur ai donné 12 heures ou 24 heures d'entraînement pour avoir le meilleur modèle. Ce qui est très sympathique, et c'est aussi intrinsèque à la techno AutoML, c'est que dès que l'entraînement converge, l'entraînement s'arrête. Donc, si vous spécifiez un entraînement de 24 heures et qu'en fait, votre problème n'est pas si compliqué que ça, et c'est le cas, moi, je vais vous donner l'exemple de la détection des composants électroniques. Mon premier réflexe, une fois que j'étais satisfait du dataset, j'ai dit, voilà, tu me fais un entraînement de 24 heures, je veux le top du top. J'aurais pu donner 72 heures ou encore plus. En fait, au bout de 3 heures, l'entraînement s'est arrêté parce qu'il avait convergé. Excusez-moi, en moins de 2 heures, il avait convergé. Et ce qui se passe, c'est que l'entraînement, il est distribué sur 9 nœuds. Donc, pour un modèle cloud, il va à peu près 8 fois plus vite, pas 9 fois, mais 8 fois plus vite, c'est par expérience que j'ai vu, que le budget que vous donnez. Il y a quand même un temps minimal d'à peu près, un temps d'horloge, on va dire d'1 heure et demie, 2 heures, dans le meilleur des cas. Et donc là, typiquement, j'avais spécifié 24 heures d'entraînement, mais il a dû utiliser, je vais dire des bêtises, 1 heure et demie. Il a dû utiliser 7 heures d'entraînement compute, et donc au final, je n'ai payé que 7 heures d'entraînement. Et j'ai un très très bon modèle cloud. Quand je fais des essais, c'est extraordinaire. Le modèle Edge, pareil, j'ai dû donner un temps assez long. Il a convergé, je crois, en 3 heures. Cette fois-ci, l'entraînement n'est pas distribué pour ce qui est Edge. Donc, il a mis effectivement 3 heures d'entraînement, alors que je lui avais dit d'utiliser. Je vais donner les coûts juste après. Ce qui est sympathique, c'est qu'à l'issue de ces 3 heures, c'est exactement le modèle que je vous ai montré dans la page web. Et donc, j'ai eu ce coût. Ça m'a coûté, je crois, 65 € pour le modèle Edge. Donc, l'entraînement d'un modèle Edge, il est un peu plus cher parce qu'en fait, c'est un modèle que vous pouvez exporter après, vous en faites ce que vous voulez. Le modèle cloud, qui est extrêmement bon, il m'a coûté 30 €. Il a nécessité plus de ressources que le Edge, mais pour l'utiliser après, soit je fais des prédictions en batch, et donc je paye pour l'entraînement et après je ne paye que quand je fais des demandes de prédiction, ou si je sers mon modèle cloud en ligne, à ce moment-là, c'est comme si j'avais une VM en ligne et je paye pour le temps que la VM tourne. Voilà.
Donc, pour vous répondre sur le dernier modèle que j'ai fait, ça m'a coûté entre 30 et 65 euros. Honnêtement, ce n'est rien du tout. Si vous imaginez comment vous pourriez faire ça, il vous faudrait au moins un expert à la maison, du matériel pour faire ça, beaucoup plus de temps que n'a fait AutoML. Et c'est quelque chose que n'importe qui peut faire au sein d'une équipe. Ouais, donc c'est vraiment pas cher du tout. J'imagine. Donc moi, mes exemples sont assez simples quand même pour être réaliste. La détection des composants, je ne détecte qu'un seul composant. J'imagine que j'aurais besoin d'un entraînement plus long si je voulais détecter les résistances, les capacités, etc. Mais c'est assez bluffant. Et donc ça signifie qu'au sein d'une équipe, même si vous avez des experts, vous pouvez vous partager la tâche. Si c'est un problème qui est résolu, ça coûte a priori moins cher de le faire avec AutoML. À vous de vous adapter. Et ça veut dire que vos experts peuvent se concentrer sur développer de l'innovation, développer de la valeur ajoutée. Merci. J'espère que ça a répondu à la question, je pense. Oui, j'ai l'impression. On va prendre la question de Francesca qui demandait, alors je vais la copier-coller sur l'aspect NLP et traduction, du coup, sur la qualité des résultats quand l'outil est appliqué à des morceaux de texte bref, avec peut-être de langage informel, de la manque de ponctuation. Ouais. C'est aussi souvent la question qu'on a sur l'aspect traduction, quand on est sur des mots peut-être aussi des fois en entreprise ou des raccourcis qui existent, ce genre de choses. Alors, exactement. Donc, effectivement, ça marche. Plus il y a de contexte, mieux ça marche, puisque plus il y a d'informations. Et donc, la conséquence, c'est qu'effectivement, si vous donnez des petites phrases au modèle NLP, à l'API NL, vous allez pouvoir éventuellement avoir des résultats aléatoires, et d'autant plus sur des besoins métiers. Donc, si ce sont des expressions ou des mots qui ne sont pas du langage commun, qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, là, vous allez avoir des choses bizarres. Et là, c'est là où AutoML… Donc, avec l'API, vous pouvez donner un dictionnaire, donc des mots que vous attendez pour l'aider. Peut-être que ça va répondre à votre besoin, et ce sera à ce moment-là la solution la moins chère. Mais si vous avez vraiment un corpus de texte métier, à ce moment-là, AutoML NL vous permet de faire, ici, vous voyez, de la classification de texte aujourd'hui, et même de la détection d'entités propres. Donc là, ça signifie que vous allez pouvoir entraîner et peut-être corriger ou améliorer le modèle générique sur des expressions beaucoup plus petites. Je pense que ça répond à la question. Alors, je reprends. Hop. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Francesca demandait aussi, du coup, quand tu as fait la question tout à l'heure sur Google en français, où tu utilisais du coup un accent anglais. Du coup, est-ce que Google utilise votre géolocalisation pour interpréter ce que vous dites? Non, pas du tout. Là, c'est… Non, c'est pas du tout utilisé, puisqu'en fait, l'API, en fait, il y a des possibilités comme ça. Ça rejoint un peu l'exemple des photos où les appareils photo aujourd'hui enregistrent la position GPS de la photo là où elle a été prise. Quand on fournit des fichiers aux API, il y a des noms de fichiers. Quand je parle aux équipes qui ont développé ça, en fait, c'est trop dangereux de se baser sur ces informations supplémentaires parce qu'elles peuvent être fausses. Et à ce moment-là, ça biaiserait totalement les résultats. Donc, par défaut, ça n'utilise pas ces informations-là. Alors, en aucun cas, il n'y a même pas l'option d'utiliser un nom de fichier. Il y a l'option pour la position GPS, mais pour la voix, non, pour la voix, c'est pas une information pertinente. Et d'autant plus que l'API, elle est agnostique, c'est-à-dire que l'API, vous lui donnez des données brutes. Et il n'y a pas du tout, enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas du tout la notion de géolocalisation. Pour aider à ça. En revanche, pour par exemple le speech to text, pour aider, notamment pour que ça fonctionne en temps réel, vous avez l'idéal, c'est de dire, et c'est pour ça qu'au début on se met dans un contexte précis. Là, on est sur la page française, on est sur la page anglaise, on est sur la page québécoise, etc. A priori, en donnant la langue de départ, là vous allez en fait simplifier l'API va utiliser un modèle précis plutôt que d'essayer de chercher différents modèles. Non, donc si on est logué, à ma connaissance, il n'y a aucune différence. Et ce serait… Non, je vois pas d'exemple. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes logué sur google.fr, vous faites des recherches nativement en français, et donc
l'API qui va être appelée, c'est l'API avec la langue, avec la voix française en entrée. Voilà, donc c'est comme mais c'est uniquement ça. Et vous avez vu que moi, quand j'ai ouvert, d'ailleurs, je l'ai ouvert par défaut en mode incognito. J'ai choisi, j'aurais pu basculer vers l'interface en anglais ou vers une autre langue, en allemand ou autre, en polonais. Et voilà. Et à ce moment-là, ça n'utilise que ce contexte-là. Savoir que, a priori, je vais parler en français, en allemand, en polonais, en italien, etc. Mais c'est tout. Il y a rien d'autre. Une dernière question peut-être. Jérôme Dumas pose des questions sur Objectron Dataset. Voilà, Google a récemment annoncé. Est-ce que la technologie sera accessible prochainement en AutoML? Alors, en fait, c'est un peu généralement l'inverse, c'est-à-dire que, mais il faut me corriger si j'ai une bêtise, Objectron, donc c'est un dataset assez important qui repère des objets, voilà, qui donne la position d'objets. Donc c'est un dataset qui a priori a déjà été utilisé par Google pour l'API Vision ici. Peut-être pour, je ne sais pas s'il y a des vidéos dans Objectron, mais en tout cas aussi peut-être pour l'API Video Intelligence. Dans le lien que j'ai donné, ça ressemble beaucoup justement à la reconnaissance d'objets dans les vidéos que tu as montré, tu expliquais tout à l'heure, là, le vidéo object tracking. Donc en fait, faut pas attendre d'amélioration. C'est déjà l'état de l'art. AutoML Vision ou Video Intelligence, c'est déjà l'état de l'art de ce qui est possible. En revanche, pourquoi Google partage énormément en open source, y compris des algos, des papiers de recherche et des datasets, c'est que les chercheurs ils veulent faire avancer la science. Et donc le fait de donner ces datasets, de les distribuer en open source, ça va probablement permettre des avancées, des choses que les experts chez Google Brain n'ont pas découvertes encore. Ça va permettre des avancées. Voilà, donc ça fait avancer la science quelque part. Et on en bénéficiera de ces avancées. Et elles sont réintégrées et peut-être qu'on accélérera et qu'on en tirera une meilleure qualité ou des nouvelles innovations. Voilà. Donc non, ça fonctionne dans l'autre sens. En général, quand on essaye de bénéficier le plus tôt possible de nos avancées. Donc là, par exemple, il y a des éléments qui sont disponibles. Si vous avez des use cases précis dans votre société, faut pas hésiter à m'en parler ou à en parler au GDG ou à d'autres. Là, j'ai un exemple, par exemple, donc là, je vous le montre pas parce que c'est un produit qui n'est disponible alors on appelait ça en alpha, qui est disponible en preview, c'est AutoML segmentation. Et donc AutoML segmentation, ça fonctionne toujours sur des images, mais ça vous permet au pixel près de savoir exactement, de reconnaître des régions au sein de votre image. Et donc, un peu sur le même principe que la détection d'objets avec des rectangles, mais cette fois-ci, vous fournissez un masque pour dire voilà la région que moi, j'attends de détecter dans cet exemple. Et donc, j'imagine que c'est un produit qui va sortir, qui va être disponible en bêta. Mais si vous voulez l'essayer dès maintenant, parce que au sein de votre société, vous avez cet exemple-là, ça peut être intéressant. Moi, dans mon exemple, par exemple, ça permettrait de détecter des résistances qui sont tordues, de détecter très précisément des objets qui ne sont pas dans une zone rectangulaire, ou de détecter précisément au pixel près quelque chose que je souhaite voir. Sur des photos aériennes, ça permet, par exemple, de repérer des zones cadastrales ou des objets qui ont des formes totalement ésotériques. Voilà, donc ça, c'est le genre de fonctionnalité. Il y a également du côté d'AutoML Tables, et ça, c'est un grand besoin. Donc ça, je suis sûr que ça va sortir. J'ai beaucoup de demandes. Donc, vous voulez faire de la prédiction temporelle. Vous avez des échantillons de données où vous savez que des données sont corrélées dans le temps. Il s'est d'abord passé quelque chose à un moment donné, puis autre chose, etc. Et vous voulez faire de la prédiction temporelle. Alors, bien sûr, l'exemple dont on parle souvent, c'est les cours de bourse. Donc ça, non, faut pas rêver. Il faudrait connaître. Enfin, c'est un problème qui est vraiment à part. Mais en revanche, par exemple, vous faire de la maintenance prédictive. Vous savez que vous avez un parc, je sais pas, de voitures, de camions, un parc d'appareils avec des capteurs, et au bout d'un moment, ils tombent en panne. Eh bien, ces capteurs, si vous avez des métriques, vous pouvez les fournir à AutoML Tables. Et puis, pour prévoir quelques jours avant ou 2 semaines avant, en fait, qu'il y a une certaine probabilité que certains composants vont tomber en panne.
Et ça, typiquement, ça marche encore mieux quand on a la notion temporelle pour ces échantillons. La maintenance prédictive dans le milieu industriel, c'est quelque chose souvent qui revient de plus en plus. Moi, j'avais une dernière question pour toi, Laurent. Google a annoncé en force document AI. Du coup, il n'y a pas de AutoML document aujourd'hui ou un truc comme ça? Alors, en fait, ce qui se passe, donc là, il y a plein de choses que j'ai pas montrées. Je vous ai montré vraiment, j'ai mis un coup de zoom sur les API et sur AutoML, mais la plateforme, elle est énorme. Et je vous ai parlé de briques. Et donc, typiquement, donc côté voix, par exemple, text-to-speech et speech-to-text plus NLP, tout ça, ça fait un produit dédié qui s'appelle Dialogflow. Voilà, donc des briques de base qui sont enrobées avec des algos en plus. Ça vous permet de faire des chatbots. Eh bien, côté OCR, l'API Vision, elle a été encapsulée dans une plateforme ou un produit dédié qui s'appelle DocAI. Et ce qui est en plus par rapport à DocAI, c'est vous avez des modèles supplémentaires qui ont été rajoutés qui vous permettent de détecter des tables, par exemple, au sein d'un formulaire, au sein d'un document. Donc, c'est assez bluffant. Moi, je l'ai vu, ça a commencé il y a 2 ans, et là c'est au point. Et il y a aussi de la détection sémantique. Donc, les 2 premiers exemples qui sont affichés pour DocAI, c'est de la détection de factures et de la détection de formulaires assez typiques pour des demandes de prêt. Alors, ça, c'est un document américain, je crois. Mais au sein d'une facture, j'ai fait un essai avec une facture à moi. C'est assez bluffant puisqu'en fait, ça vous permet de détecter des zones. Par exemple, ça, c'est un prix. Ça, c'est une adresse. Ça, c'est le nom de la société. Ça, c'est le nom de l'utilisateur. Et donc, ça vous permet d'avoir des champs clés-valeurs. Donc ça, ce sont des modèles qui ont été rajoutés et qui ont été assemblés avec l'API Vision pour un produit dédié. Et donc, un peu comme Dialogflow, ça fait l'objet d'une plateforme, on va dire, typique. Il y a un besoin un peu similaire qui va sortir. Moi, l'exemple que je vous ai donné sur les cartes électroniques, que je peux faire à la main tout seul, sans aucune expertise avec AutoML Vision. En fait, c'est un besoin récurrent sur des chaînes de production. Moi, je vous ai dit, j'ai fabriqué des centaines de milliers de livres électroniques. Quand on veut surveiller la qualité, quand on veut s'assurer qu'il n'y a pas de défaut sur les cartes, voire même sur l'assemblage, quand on veut s'assurer que le Quick Start Guide est bien dans le produit, dans le packaging, qu'il ne manque pas des câbles, ça on le fait avec des balances précises, même sur les chaînes d'expédition seulement. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, on a envie de savoir que les objets sont placés aux bons endroits. On peut faire tout ça avec AutoML Vision aujourd'hui. Mais il va y avoir une plateforme qui va finir par sortir sur de la détection d'anomalies sur des chaînes de production. Voilà, en fait, pour faciliter la vie sur des besoins métiers bien précis. Voilà, donc ce n'est que le début. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à parler d'AutoML, je disais c'est que le début. 2 ans après, il y a 10 fois plus de produits qu'il y a 2 ans. Il y a 10 fois plus de solutions AutoML qu'il y a 2 ans. Mais ce dont je suis sûr, que c'est dans 2 ans, il y en aura encore 10 fois plus. Donc 100 fois plus qu'il y a 2 ans. C'est exponentiel. La courbe exponentielle, en fait, on est au tout début de l'exploitation du potentiel du machine learning. Ok, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Du coup, ce n'est que le début dans tout ce qui est AutoML. Ce n'est que mon avis, hein. Je peux me tromper, mais, oui, non, mais c'est mon sentiment et ça semble se confirmer. Bah, c'est vrai qu'en 2 ans, au début, on a vu AutoML Vision, puis après beaucoup de choses qui sont arrivées. Donc oui, c'est quand même une tendance qu'on a aujourd'hui. Mais merci beaucoup, Laurent. Je te remercie beaucoup pour de m'avoir reçu. Merci d'ailleurs encore aux 14 participants qui sont encore connectés. Je vais mettre juste dans le chat donc notre prochaine conférence la semaine prochaine. Hop, petit instant promo. Et puis sachez que du coup, nous avons enregistré l'événement. Donc il sera disponible sur le YouTube du GDG France d'ici 1 ou 2 jours, le temps que je m'en occupe. Sur ce, je vous dis bonne soirée et merci à tous. Au revoir. Merci, ciao. Ciao.